À l'aube, la piscine du Grand Palais à Neuilly-sur-Seine exhalait une fraîcheur chlorée. Le marbre suintait sous la bruine parisienne, l'air vibrant du bourdonnement des filtres et du léger tintement de la vaisselle qu'on disposait pour un petit déjeuner privé. Clara Silva, 27 ans, brésilienne, serra ses gants en caoutchouc et poussa la serpillière le long d'un rebord où les lumières tremblaient dans l'eau. L'odeur d'eucalyptus du nettoyant se mêlait au parfum qui s'attardait depuis la veille, riche, lourd, coûteux. Monsieur Mercier, le directeur de l'hôtel, entra d'un pas décidé, un clipboard à la main et une impatience qui griffait l'air. « Quand la famille Al-Hadi arrivera, tu restes invisible, » dit-il sans la regarder. « Pas de contact visuel. Nous ne voulons pas de distraction. » Son regard s'attarda sur ses baskets usées, puis passa outre comme si elles n'étaient qu'une tache à effacer. Une porte coulissa. L'entourage du cher Omar Al-Hadi se déversa, costume sur mesure, doux murmures en arabe, une atmosphère de Cologne. Leila, sa fille, traînait un cache-maillot en soie blanche comme un drapeau. Elle jeta un regard à Clara comme à un reflet qu'elle n'avait pas besoin de reconnaître, puis secoua le bout de ses doigts. Des gouttelettes froides criblèrent la manche de Clara. « Serviette » dit Leila ennuyée. Clara en apporta une. Leila la prit, la laissa délibérément tomber sur le sol mouillé et continua son chemin. Dehors, la circulation gémissait. À l'intérieur, la piscine restait bleue et indifférente. Clara se pencha, essorra la serviette et sentit la morsure de l'insignifiance lui serrer la gorge. Elle regarda la bouée de sauvetage accrochée trop haut sur le mur, le vide poli construit pour d'autres vies, et serra la mâchoire. Le seul son était celui de l'eau léchant le carrelage. Doux, accusateur, interminable. « Mademoiselle Silva !» La voix de Monsieur Mercier claqua comme un fouet. « Les vestiaires ont besoin d'être nettoyés avant midi. Je ne te paie pas pour rêvasser. » Clara inclina la tête. « Oui, monsieur. » Elle ramassa son seau, le plastique râpant contre le marbre dans un écho qui semblait dire « Personne ne t'entend vraiment ». Dans les vestiaires, l'humidité s'accrochait au miroir comme des larmes qui refusaient de tomber. Clara passa un chiffon sur les surfaces, observant son reflet fragmenté. Ses yeux noirs, héritage de Salvador de Bahia, lui renvoyaient une détermination tranquille. Sa peau brune contrastait avec l'uniforme gris imposé par l'hôtel, une couleur choisie pour se fondre dans les murs, comme si la présence humaine était une imperfection dans le décor luxueux. « Tu nettoies depuis longtemps ?» Une voix douce brisa sa concentration. Une femme âgée, élégante dans un maillot de bain modeste, arrangeait ses cheveux gris devant le miroir. « 3 ans à Paris, madame, » répondit Clara, surprise par l'intérêt sincère. « Je m'appelle Madame Fournier, » dit la femme avec un sourire qui plissait le coin de ses yeux. « J'étais professeur avant, je remarque ceux que les autres ne voient pas. » Un moment de reconnaissance, aussi rare qu'un rayon de soleil en février. Clara sourit en retour, un geste qui semblait rouillé par le manque d'usage. Enchantée. « Madame !» Madame Fournier partit, laissant derrière elle une trace de dignité qui flottait comme un parfum subtil. Clara reprit son travail, frottant les éviers avec une précision qui confinait à l'art, le genre d'excellence qui passait inaperçu, mais qui pour elle était une forme de résistance silencieuse. À l'heure du déjeuner, l'espace piscine s'anima davantage. Des femmes en bijoux étincelants et des hommes aux montres coûteuses flânaient, leur conversation un murmure continu de privilèges jamais questionnés. Clara se déplaçait entre eux comme une ombre, remplissant les verres d'eau, ramassant les serviettes mouillées, essuyant les traces de pas humides avant même qu'elles ne sèchent. Leila réapparut, entourée de jeunes femmes qui riaient trop, et fort, brandissant leur téléphone pour capturer chaque moment d'une vie conçue pour être enviée. Elles s'installèrent près du bord de la piscine, jambes élancées, étendues sur les chaises longues comme des trophées. « Toi, la femme, de ménage !» appela Leila sans même tourner la tête. « Plus de glace. » Clara s'approcha avec le seau à glace, ses pas mesurés sur le carrelage glissant. Elle se pencha pour servir, consciente du regard de Leila, qui la traversait comme si elle était en verre. « Tu viens d'où ?»
demanda soudainement. L'une des amies de Leila, une curiosité teintée d'exotisme dans la voix. Du Brésil, mademoiselle, répondit Clara. Oh, la samba et le carnaval, s'exclama une autre, comme si le pays tout entier se résumait à une carte postale. Tu dois danser merveilleusement bien. Clara sourit poliment, habituée à ces réductions. Je n'ai jamais appris, mademoiselle. Leila émit un petit rire dédaigneux. Évidemment qu'elle ne sait pas danser, Chloé. Elle nettoie des toilettes. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang, créant des rides d'inconfort momentané vite oubliés. Clara sentit ses joues brûler, mais son visage resta impassible. Un masque perfectionné par des années de petites humiliations. En s'éloignant, elle croisa le regard de Madame Fournier qui avait assisté à la scène. Dans ce regard, Clara reconnut une chose rare, le respect. Non pas la pitié, qui était une autre forme de distance, mais une reconnaissance d'égal à égal qui disait « Je vois ta dignité, même quand d'autres tentent de te l'arracher. » Le soleil d'après-midi s'infiltrait à travers les verrières, transformant l'eau en saphir liquide. Clara observa les reflets danser sur les murs, une beauté éphémère que personne d'autre ne semblait remarquer. Dans ces moments volés, elle trouvait une paix fragile, un rappel que la beauté existait, même dans les espaces où elle se sentait effacée. La journée s'étirait, interminable comme toutes celles qui l'avaient précédée. Mais sous la surface de l'ordinaire, quelque chose de différent se préparait, imperceptible encore, comme un orage qui s'accumule lentement avant d'éclater. Clara avait appris à se déplacer silencieusement bien avant Paris. Elle était née à Salvador de Bahia, où le sel de l'océan imprégnait les rideaux et les chansons de la radio flottaient par les fenêtres ouvertes. Les mains de sa mère sentaient le savon et l'ail, et son rire pouvait démêler toute une journée de nœuds. La maladie avait emporté ce rire lorsque Clara avait 19 ans. À 24 ans, elle avait traversé l'Atlantique avec une valise de robe en coton et une prière murmurée en portugais. Belleville était devenu son foyer. Un appartement étroit avec des radiateurs qui cliquetaient la nuit. La vapeur de curry s'échappant de la porte d'un voisin. Les bus gémissant sur le boulevard de la Villette. Elle travaillait le soir au Grand Palais et le matin nettoyait une pharmacie, envoyant des euros à Bahia pour son fils, Benicio, qui restait avec grand-mère Lourdes jusqu'à ce que les visas et l'argent puissent enfin construire un pont. Le dimanche, Madame Touré, de l'autre côté du couloir, lui versait du thé à la cardamome et corrigeait doucement son français. « Dis R, ma chérie, roule ta langue contre ton palais, comme ça. » Clara gardait sa dignité comme une bougie protégée entre ses deux mains. Elle apprenait le nom des gens. Elle pliait les serviettes avec le soin de plier de bonjour pour plus tard. Chaque mois, elle mettait de côté 10 euros pour un cours. Premier secours au centre, communautaire de la rue Piat. Un jour, disait-elle à Madame Touré, la vie ouvrira une porte. Alors garde tes chaussures prêtes, répondait la femme plus âgée, les yeux souriants derrière la vapeur. Même les soirs de fatigue, Clara croyait qu'un changement pouvait encore frapper, doux comme la pluie sur un rebord parisien. Le mardi, son jour de congé, elle traversait la ville pour rejoindre son fils en appel vidéo. Elle s'asseyait sur un banc du parc des Buttes-Chaumont, là où les fleurs commençaient à percer la terre avec une détermination qui lui rappelait la sienne. Le visage de Benicio apparaissait, pixelisé mais lumineux, ses 7 ans vibrants, d'histoire d'école et de jeu. « Maman, j'ai dessiné ta photo », disait-il, brandissant un papier froissé où elle apparaissait avec une cape rouge, un héros aux traits déterminés comme des routes. « C'est magnifique, Meuhamor », répondait-elle, la gorge serrée. « Tu deviens un vrai artiste. Quand je viendrai te voir, on ira à la Tour Eiffel ?» demandait-il, ses yeux pleins de l'image d'un Paris qu'il ne connaissait que par les cartes postales qu'elle lui envoyait. « Bien sûr, et au musée du Louvre, et on mangera des crêpes au chocolat. »
Des promesses qu'elle s'efforçait de transformer en plans concrets, calculant mentalement combien de mois encore avant que son compte d'épargne n'atteigne le montant nécessaire. Après l'appel, elle restait assise, observant les familles autour, d'elle, des mères qui tenaient la main de leurs enfants sans savoir quelle chance elles avaient. L'absence creusait un trou dans sa poitrine, mais elle le remplissait de détermination, pierre par pierre, jour après jour. Son appartement l'accueillait avec sa simplicité fonctionnelle. Un lit, une table, 2 chaises, et sur le mur, un collage de dessins de Benicio et de photos de Salvador. La plage de Porto da Barra, où ils avaient construit des châteaux de sable, l'église du Bonfim, avec ses rubans de vœux, le sourire de sa mère devant un plat de moqueca fumant, des fragments d'une vie suspendue, attendant d'être recollés. Clara ouvrit le réfrigérateur, sortit des restes de riz et de haricots qu'elle avait préparés le dimanche. Elle mangeait souvent debout, comme pour rappeler à son corps que le repos n'était qu'une pause entre 2 efforts. Ses mains portaient les marques de son travail, la peau rugueuse des produits chimiques, un ongle cassé, une petite brûlure du fer à repasser de l'hôtel. Des mains qui parlaient de service, mais rêvaient d'étreinte. Un coup à la porte interrompit son repas. Madame Touré se tenait là, un plat couvert entre les mains. « J'ai fait trop de yassa poulet », dit-elle avec un sourire qui indiquait que ce n'était pas un accident. « Tu dois goûter. » Elles s'assirent à la petite table, la nourriture créant un pont entre leurs mondes. Madame Touré, sénégalaise, avait fait le même voyage que Clara 20 ans plus tôt. Son fils était maintenant médecin à Lyon. Une réussite qu'elle mentionnait souvent comme une promesse, que le temps récompensait l'effort. « Comment va ton travail à l'hôtel ?» demanda-t-elle, servant généreusement le riz jaune parfumé. Clara hésita. « C'est un travail. Le directeur m'a mise à la piscine cette semaine. »« Ah, les riches et leur eau !» Madame Touré secoua la tête. « Ils croient que même les ondulations leur appartiennent. » Clara sourit malgré elle. « Il y a cette fille, Leila, la fille d'un cher. Elle me regarde comme si j'étais moins réel que son reflet dans l'eau. Ces gens-là, » Madame Touré claqua doucement sa langue contre son palais, « ils ont tout vu sauf leur propre cœur. » Après le repas, elles sortirent sur le petit balcon. Paris s'étendait devant elles, une mer de toits gris et de cheminées, ponctuée de lumières qui s'allumaient une à une comme des étoiles terrestres. La tour Eiffel scintillait au loin, un phare qui rappelait à tous que la beauté existait, même quand on était trop occupé à survivre pour la contempler. « Tu as reçu des nouvelles pour ton permis de séjour ?» demanda Madame Touré, sa voix plus douce dans l'air du soir. « Pas encore, » répondit Clara, « mais mon employeur a signé les papiers. Monsieur Mercier n'est pas un homme chaleureux, mais il respecte les règles. » « Et ton cours de secourisme ?» Le visage de Clara s'illumina légèrement. « J'ai appris la réanimation cardio-pulmonaire cette semaine. L'instructeur a dit que j'avais un bon rythme. »« Bien sûr que tu as un bon rythme, » affirma Madame Touré. « Tu portes la musique de ton pays dans tes mains. » Cette nuit-là, allongée sur son lit étroit, Clara répéta les gestes dans l'obscurité. 30 compressions, 2 insufflations, recommencer. Un rythme qui pourrait un jour sauver quelqu'un. Un rythme qui prouvait qu'elle était plus que des mains qui nettoyaient, plus qu'une ombre qui se déplaçait dans les couloirs de marbre du Grand Palais. Le jeudi, elle retourna à la piscine. L'eau était calme, reflétant le plafond de verre qui laissait entrevoir un ciel parisien indécis entre gris et bleu. Clara passa la serpillière avec des mouvements précis, presque chorégraphiés. Elle avait transformé chaque tâche répétitive en une forme de méditation, une façon de rester présente tout en rêvant d'ailleurs. « Bonjour Clara !» la salua Madame Fournier qui arrivait pour sa nage matinale. Elle portait le même maillot modeste et un bonnet de bain fleuri. « Bonjour Madame Fournier !» répondit Clara, touchée d'être reconnue, d'être nommée. « Tu sais, » dit la femme âgée en ajustant ses lunettes de natation, « j'observe les gens. Ici depuis des années.
Les riches confondent souvent le luxe avec le mérite. Clara hocha la tête, ne sachant pas quoi répondre à cette vérité évidente. « Mais toi, continua Madame Fournier, tu as quelque chose qu'ils n'achèteront jamais, avec leur argent. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Clara, curieuse. « Une présence authentique, » répondit simplement Madame Fournier, avant de glisser dans l'eau avec l'élégance fluide d'une nageuse expérimentée. Ces mots restèrent avec Clara toute la journée, résonnant sous le bruit des filtres de la piscine et les conversations superficielles des clients, une présence authentique. Était-ce un compliment ou simplement la constatation que ceux qui n'ont rien d'autre doivent être vrais? Le soir, en rentrant à Belleville, elle s'arrêta à la boulangerie du coin. Monsieur Laurent, le boulanger, lui sourit en reconnaissance. « Le pain aux céréales, comme d'habitude, Clara. »« Oui, s'il vous plaît, » acquiesça-t-elle, appréciant cette petite routine, cette appartenance microscopique. « Et un croissant pour demain matin, » ajouta-t-il, glissant la pâtisserie dans le sac en papier. « C'est la fin de journée, il faut bien les écouler. » Elle savait que c'était sa façon de lui offrir un petit luxe sans blesser sa fierté. Elle le remercia avec un sourire sincère. Dans ces moments, Paris semblait moins une ville d'exil et plus un lieu de possible. Les fenêtres allumées au-dessus des boutiques, les conversations qui s'échappaient des cafés, même l'odeur de la Seine qui portait l'histoire et les promesses. Tout semblait lui murmurer que les racines pouvaient repousser, même dans le béton. À midi, la salle de la piscine s'était réchauffée, mais l'air restait humide et résonnant. La musique pulsait doucement, une playlist privée flottant au-dessus de l'eau comme une vantardise. Leïla s'étendait sur une chaise de cabine, ses bracelets tintant à chaque tapotement impatient. Monsieur Mercier avait posté Clara derrière un pilier, sa serpillière comme un drapeau de reddition. « N'avance que si je t'appelle », avait-il prévenu, redressant un plateau de flûte en cristal. Un serveur glissa. Le champagne embruma les carreaux. « Serpillière », dit Leïla sans regarder. Clara s'agenouilla, le froid s'infiltrant à travers son pantalon. Leïla prit une autre gorgée, jeta à nouveau la serviette vide sur Clara et rit, un son petit et tranchant. Ce rire trouva des terminaisons nerveuses à l'intérieur de Clara, qui avait déjà appris à être silencieuse. De l'autre côté de la piscine, Madame Fournier observait la scène, ses yeux plissés dans une expression indéchiffrable. Elle fit un petit signe de tête à Clara, un geste presque imperceptible, mais chargé de solidarité. Le soleil de juin perçait à travers les verrières, créant des motifs mouvants sur l'eau turquoise. L'atmosphère était chargée d'une tension subtile, comme l'air avant un orage. Les invités de Leïla riaient trop fort, leur voix rebondissant sur les surfaces dures de la piscine, créant une cacophonie privilégiée. « Plus de champagne !» ordonna Leïla, agitant son verre vide sans même tourner la tête vers le serveur qui se précipita. Clara essuyait méthodiquement chaque goutte d'eau sur le marbre, son dos courbé dans une posture qui racontait l'histoire de trop nombreuses heures de labeur invisible. De temps en temps, ses yeux se levaient vers la bouée de sauvetage accrochée au mur, trop haut pour être utile en cas d'urgence réelle. Elle avait mentionné ce détail à M. Mercier la semaine précédente. « Ce n'est pas conforme aux règles de sécurité », avait-elle dit timidement. Il avait à peine levé les yeux de son téléphone. « C'est décoratif, Clara. Les clients du Grand Palais savent nager. » Maintenant, la bouée semblait la narguer, rouge et blanche, contre le mur bleu pâle, un symbole de sécurité transformé en simple élément de décor. Monsieur Mercier circulait parmi les invités, son sourire professionnel plaqué sur son visage comme un masque bien ajusté. Il s'arrêta près de Clara. « Va chercher plus de glace, » murmura-t-il, « et change de blouse, celle-ci est mouillée. » Clara acquiesça et se dirigea vers la réserve. Dans le couloir froid carrelé de marbre, elle croisa Antoine, le jeune serveur, qui avait renversé le champagne plus tôt. « Mercier est d'une humeur massacrante, » chuchota-t-il. « Le cheikh arrive aujourd'hui. Apparemment, c'est un client potentiel pour l'achat d'une partie de l'hôtel. » Clara hocha la tête, comprenant mieux la tension qui imprégnait l'air. Des affaires, toujours des affaires.
L'argent parlait le langage, universel que tous comprenaient, même ceux qui prétendaient ne pas être impressionnés. De retour à la piscine, avec un seau de glace fraîche et une blouse propre, Clara remarqua que l'ambiance avait changé. La musique était plus forte, l'alcool coulait plus librement, et Leila semblait entourée d'encore plus d'admirateurs, jeunes hommes en maillots de bain coûteux et femmes aux bijoux scintillants sous la lumière artificielle. « Toi, la femme, de ménage !» Leila l'appela, sa voix portant à travers l'espace. « Viens ici !» Clara s'approcha, le seau de glace entre les mains comme un bouclier dérisoire. « Mes amis veulent savoir, » dit Leila, ses yeux brillants d'une malice calculée. « Comment c'est de nettoyer après les riches? Tu dois voir des choses intéressantes, non ?» Ses amis ricanèrent, attendant la réponse comme des spectateurs à un combat de taureaux, avides de voir le sang couler. Clara sentit une chaleur monter à ses joues, mais son visage resta impassible. « Je fais simplement mon travail, mademoiselle. »« Oh, allez, » insista Leila, se redressant sur sa chaise longue. « Tu dois bien avoir des histoires croustillantes, des secrets que tu as découverts, des comportements embarrassants. »« Je respecte la vie privée des clients, mademoiselle, » répondit Clara, sa voix calme malgré la tempête qui grondait en elle. Leila leva les yeux au ciel. « Ennuyeuse, tu es aussi terne que ton uniforme. » Ses amis éclatèrent de rire, un son qui rebondit sur l'eau comme des pierres jetées sans soin. Peut-être qu'elle a besoin d'un peu de champagne pour se délier la langue, suggéra un jeune homme, levant sa flûte. Non, merci, dit fermement Clara. Je suis en service. Toujours si sérieuse, soupira Leila, visiblement déçue de ne pas obtenir l'amusement qu'elle cherchait. Tu peux partir maintenant. Clara s'éloigna, le dos droit malgré l'humiliation qui pesait sur ses épaules. Elle sentait le regard de Madame Fournier la suivre, un regard empreint d'une colère discrète mais brûlante face à l'injustice dont elle venait d'être témoin. Le temps s'étirait, élastique et épais, comme la chaleur qui s'accumulait sous la verrière. Les heures de l'après-midi s'écoulaient lentement, marquées par le clapotis de l'eau, les éclats de rire insouciants et le tintement constant des verres. Leila plongea soudainement, un arc propre. L'eau l'avala avec une gifle et un bruissement. Les secondes s'étirèrent. Un garde regardait son téléphone. Monsieur Mercier était en train de réprimander un fleuriste à propos de lys versus orchidée. Sous les lumières, la surface de la piscine tressaillit, puis s'immobilisa. Quelque chose dans le bleu n'allait pas, une longue mèche de cheveux, le lent roulement d'un poignet. Le cœur de Clara commença à battre contre le silence. Elle se souvint de l'affiche du centre communautaire. Les secondes comptent. Elle se souvint du dessin de Benicio sur son réfrigérateur, elle en héros avec une cape rouge, des traits de crayon déterminés comme des routes. Les règles bourdonnaient dans une oreille, invisible, silencieuse, petite. Dans l'autre, une voix de Madame Touré, chaude et ferme. « Garde tes chaussures prêtes !» Clara sentit son corps se tendre, tous ses sens en alerte. Personne d'autre ne semblait avoir remarqué. Les invités bavardaient, les serveurs circulaient avec leurs plateaux, Monsieur Mercier gesticulait en direction du fleuriste. Seule l'eau gardait le secret de ce qui se passait sous sa surface trompeusement calme. Elle regarda à nouveau. Oui, c'était bien là, un mouvement qui n'était pas celui d'une nageuse confiante. Des bulles qui remontaient de façon erratique, un éclat de panique sous la surface bleue parfaite. Clara jeta un coup d'œil vers le garde de sécurité. Il tapotait sur son téléphone, absorbé par quelques distractions numériques. Vers Monsieur Mercier, toujours occupé à orchestrer la perfection. Vers les amis de Leila, qui riaient et prenaient des photos, inconscients du drame qui se déroulait à quelques mètres. Le temps semblait s'étirer comme un élastique tendu à l'extrême. Chaque seconde qui passait emportait de l'oxygène précieux. Clara sentit une décision se former en elle, solide comme un roc au milieu d'une rivière tumultueuse. Elle retira ses chaussures, les plaçant soigneusement côte à côte sur le marbre humide. Ses doigts défirent rapidement le bouton supérieur de sa blouse d'uniforme.
un geste instinctif pour faciliter ses mouvements. « Que fais-tu » La voix de M. Mercier perça sa concentration. Il s'était tourné, remarquant enfin son employé qui se comportait de façon inhabituelle. Clara ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur l'endroit où Leila avait disparu. Une certitude l'habitait maintenant, une clarté cristalline qui effaçait toute hésitation. « Retourne à ton poste immédiatement », ordonna Mercier, sa voix montant d'un cran, attirant l'attention des invités les plus proches. Madame Fournier se leva de sa chaise, son regard suivant celui de Clara vers l'eau. « Il y a quelqu'un qui se noie !» s'écria-t-elle, sa voix perçant enfin le bourdonnement de l'indifférence. Mais Clara avait déjà pris sa décision. Les conséquences, perdre son emploi, son permis de séjour, l'avenir avec Benicio, tourbillonnaient à la périphérie de sa conscience. Au centre, une seule pensée brillait comme une étoile polaire. Une vie était en danger. Elle posa la serpillière comme on pose une décision. Le silence devint lourd comme un souffle. Retenue, l'eau gardait son secret. Clara bougea avant que la permission n'existe. Le froid mordit ses os alors qu'elle plongeait dans la piscine, le tissu s'épanouissant autour d'elle comme une fleur sombre. Le chlore brûla sa gorge. Le monde se rétrécit aux ondulations et à la lumière. Elle atteignit Leila, les yeux vitreux, les mouvements frénétiques et perdant leur rythme, et la tourna avec la prise qu'elle avait pratiquée sur des mannequins en plastique. « Tu vas flotter », murmura Clara. Pas sûr si le son voyageait dans l'eau, seulement sûr que le courage le faisait. L'eau s'ouvrit, révélant le drame qui se jouait à tous ceux qui, jusqu'alors, avaient été trop absorbés par leur propre préoccupation pour le remarquer. Des visages choqués se tournèrent vers la piscine, bouches ouvertes, yeux écarquillés. Le temps sembla suspendu, comme si l'univers entier retenait son souffle. Dans cette bulle de silence et d'urgence, Clara sentit une étrange paix l'envahir. Tous les cours, toutes les heures passées à compter les compressions, toutes les nuits à répéter les gestes dans l'obscurité de son petit appartement, tout convergeait vers ce moment précis. Elle pensa à Benicio, à son dessin accroché sur le réfrigérateur, à sa mère dont les mains l'avaient guidée à travers les premières vagues sur la plage de Salvador, à Madame Touré et ses paroles de sagesse, à Madame Fournier et son regard qui voyait au-delà de l'uniforme. Toutes ces personnes vivaient en elle maintenant, lui donnant la force alors que ses bras luttaient contre le poids de l'eau et de Leila. Chaque mouvement était une affirmation. « Je suis ici, j'existe, je compte ». L'eau se referma derrière elle comme un rideau tiré sur un acte de bravoure que personne n'avait prévu dans le script soigneusement écrit de cette journée au Grand Palais. Elles brisèrent la surface. À l'aide, sa voix se brisa, mouillée et féroce. Les gens hésitèrent au bord, incertains comme des oiseaux sous la pluie. « Apportez la bouée !» cria-t-elle. Personne ne bougea. Monsieur Mercier retrouva sa voix en premier. « Qu'est-ce que tu crois faire? Tu seras... »« Respire !» dit Clara à Leila, la hissant vers les carreaux. « Reste avec moi. » Elle inclina la tête de la jeune femme, vérifia sa respiration et commença les compressions comme l'instructeur du centre communautaire les avait comptées, régulières, fortes, humaines. 30 compressions, 2 insufflations. Encore. Le rythme devint une prière. L'eau remonta. Un petit son se fraya un chemin depuis la poitrine de Leila. La jeune femme cligna des yeux, s'étouffant, terrifiée, et soudain très jeune. Autour d'elle, un cercle s'était formé, visage pâle, smartphone brandi, murmures qui s'amplifiaient comme une marée montante. Le garde de sécurité, enfin alerté, courait vers elle, radio à la main, appelant des renforts médicaux. « Monsieur !» Mercier se tenait figé, son visage oscillant entre colère et stupéfaction. « Écartez-vous, donnez-lui de l'air !» ordonna Clara, sa voix trouvant une autorité qu'elle ne s'était jamais autorisée auparavant. À sa surprise, les gens obéirent, reculant pour former un cercle plus large. Leila toussa violemment, expulsant l'eau de ses poumons. Ses yeux, déboussolés, cherchèrent ceux de Clara. « Tu, commença-t-elle, la voix rauque et méconnaissable, ne parle pas,
interrompit doucement Clara. Respire juste, les secours arrivent. Madame Fournier s'agenouilla à côté d'elle, offrant sa serviette sèche. Bien joué, ma fille, murmura-t-elle. À Clara, une fierté non dissimulée dans sa voix. Le temps semblait suspendu dans cet espace entre catastrophe et résolution. L'eau de la piscine, si parfaitement bleue quelques minutes plus tôt, s'agitait maintenant de petites vagues qui venaient lécher les bords, comme pour rappeler à tous que même les surfaces les plus lisses cachent des profondeurs imprévisibles. Les portes s'ouvrirent en grand. Le cher Omar arriva, une stupéfaction dégelée se répandant sur son visage. Pendant un moment, personne ne parla. Même la musique semblait s'agenouiller. Clara s'assit sur ses talons, souffle tremblant, chemise collant à la peau. Elle ne s'était jamais sentie aussi visible. Elle n'avait jamais demandé à l'être. Le courage, pensa-t-elle, essuyant sa bouche du revers de la main, c'est faire ce qui est juste avant que quiconque ne dise que tu le peux. L'espoir, rapide et silencieux, s'éleva comme de la vapeur. Leïla. Le cri du cher résonna dans l'espace clos, chargé d'une émotion paternelle qui transcendait les barrières linguistiques et culturelles. Il se précipita vers sa fille, s'agenouillant sur le marbre mouillé, sans se soucier de son costume sur mesure. Une équipe médicale arriva, fendant la foule avec l'efficacité de ceux qui naviguent quotidiennement entre vie et mort. Clara se leva et recula, soudain consciente de son uniforme trempé qui lui collait à la peau, de ses cheveux plaqués sur son front, de sa soudaine visibilité. Elle chercha la serpillière des yeux, un réflexe ancré par des années à vouloir nettoyer, effacer, rendre invisible. Mais la serpillière avait été poussée plus loin, et de toute façon, il y avait trop d'eau, trop de chaos, pour qu'un simple instrument puisse tout absorber. « Mademoiselle » appela un des médecins. « Vous êtes celle qui a sorti la jeune femme? De l'eau » Clara hocha la tête, se sentant soudain petite face à cet homme en uniforme blanc qui représentait une autorité officielle. « Vous avez pratiqué une RCP ?»« Oui, monsieur, j'ai suivi une formation. » Le médecin hocha la tête avec approbation. « Bon travail, vous avez probablement sauvé sa vie. » Ces mots résonnèrent en elle comme un carillon, clair, puissant, inattendu. Vous avez sauvé sa vie. Elle, Clara Silva, femme de ménage invisible, avait changé le cours d'une existence. Pendant que les médecins s'occupaient de Leïla, le cher Omar se tourna vers Monsieur Mercier. Que s'est-il passé? Sa voix était calme, mais chargée d'une autorité qui exigeait la vérité. Un regrettable accident, commença Mercier, passant une main nerveuse sur sa cravate. Votre fille a dû avoir une crampe pendant qu'elle nageait et... Non, interrompit un jeune homme, l'un des amis, de Leïla. Il tenait son téléphone, l'écran tourné vers le cher. J'ai tout filmé. Leïla faisait des défis sous l'eau. Elle a parié qu'elle pouvait tenir 2 minutes. Personne ne faisait attention quand elle a commencé à avoir des problèmes. Sauf elle. Il pointa à Clara. Tous les regards se tournèrent vers elle. Clara sentit ses joues brûler sous cette attention soudaine. Monsieur Mercier avait ordonné à cette femme de rester invisible, ajouta Madame Fournier, sa voix portant le poids de l'indignation, de ne pas interagir avec vos invités, si elle avait obéi. Le cher Omar fixa Mercier, qui pâlit visiblement. Puis il se tourna vers Clara, la considérant vraiment pour la première fois. « Comment? Vous appelez-vous » demanda-t-il. « Clara Silva, monsieur, brésilienne. »« Oui, monsieur. » Il hocha la tête lentement, comme s'il assimilait cette information. « Madame Silva, venez avec moi, s'il vous plaît. » Clara jeta un regard incertain à Monsieur Mercier, dont le visage était devenu un masque indéchiffrable. « Je dois finir mon service, monsieur, » dit-elle doucement. Le cher Omar eut un léger sourire. « Je pense que votre employeur vous accordera une pause. » Ce n'était pas une question. Elle suivit le cher jusqu'à un salon privé adjacent à la piscine. Les médecins avaient installé Leïla sur un canapé, l'entourant de couvertures. Sa respiration semblait plus régulière maintenant, ses yeux plus clairs, bien que toujours choqués.
Père, murmura Leila en les voyant entrer. Je suis désolé pour ce... Chut, dit-il doucement. Nous parlerons plus tard des défis. Stupide. Maintenant, tu dois remercier cette femme. Leila regarda Clara, vraiment regarda, comme si elle voyait une personne entière pour la première fois, et non pas juste une fonction, une ombre, en uniforme gris. « Vous m'avez sauvé » dit-elle simplement. « Pourquoi ?» Après la façon dont je vous ai traité, Clara sentit une réponse monter du plus profond d'elle-même, une vérité qu'elle n'avait jamais formulée, mais qui avait toujours guidé ses actions. « Parce que toute vie a de la valeur, dit-elle, la vôtre, la mienne. Ce n'est pas l'uniforme, qui définit cette valeur. » Un silence s'installa, chargé d'une compréhension nouvelle et fragile. Leila baissa les yeux pour la première fois sans arrogance, juste une jeune femme, confrontée à sa propre mortalité et à la générosité inattendue d'une personne qu'elle avait choisi d'ignorer. « Je ne sais pas nager, » admit Clara, brisant le silence. « Pas vraiment, à Salvador. On jouait dans les vagues, mais la piscine, c'était différent. J'ai fait ce que j'ai appris au cours de secourisme. » Le cheikh Omar la considéra avec un intérêt renouvelé. « Vous avez risqué votre vie sans savoir nager ?» Clara haussa légèrement les épaules. Il n'y avait pas le temps de réfléchir. « Le courage ne réfléchit pas, » dit doucement le cheikh. Il agit. À ce moment, M. Mercier entra dans le salon, son masque professionnel fermement remis en place. « Cheikh Omar, je tiens à exprimer nos plus sincères regrets pour cet incident. Nous allons bien sûr revoir tous nos protocoles de sécurité. Et, en effet, coupa le cheikh, à commencer par la position de cette bouée de sauvetage qui semble être placée pour la décoration plutôt que pour l'urgence. Mercier pâlit à nouveau. Bien sûr, immédiatement. Et par la formation de votre personnel, continua le cheikh. Il semble que si Madame Silva n'avait pas pris l'initiative de se former elle-même au premier secours, ma fille ne serait peut-être plus avec nous. » Mercier jeta un regard en biais à Clara, un mélange de ressentiment et de réalisation forcée. « Monsieur Mercier, » dit Clara, trouvant une voix qu'elle ne savait pas posséder, « je vous ai signalé la semaine dernière que la bouée était placée trop haut. » Un silence lourd s'installa. Mercier ne pouvait plus soutenir son regard. « Je vois, » dit simplement le cheikh. Il se tourna vers Clara. « Madame Silva, je vous suis éternellement redevable. S'il y a quoi que ce soit... » Clara sentit une opportunité s'ouvrir. Pas seulement pour elle, mais pour toutes les personnes invisibles qui nettoyaient, servaient, soutenaient ce monde de luxe sans jamais en faire partie. En fait, dit-elle, son cœur battant la chamade, mais sa voix étonnamment stable, il y a quelque chose que vous pourriez faire. Dehors, la pluie commençait à tomber sur Paris, lavant les verrières du Grand Palais. À l'intérieur, quelque chose, d'autres étaient en train d'être nettoyés, des perceptions, des préjugés, des barrières invisibles, mais bien réelles. Que s'est-il passé? La voix du cheikh Omar portait poids et chaleur, comme une couverture jetée sur la panique. Monsieur Mercier fit un pas en avant, lissant sa cravate, mais un jeune invité leva un téléphone tremblant. Il avait tout capturé. L'indifférence, le plongeon, l'immobilité, le saut. Elle, dit le garçon, désignant Clara d'un signe de tête, elle a sauvé Leila. Clara voulait se fondre à nouveau dans le mur, mais la main de Leila chercha la sienne, les doigts tremblants. Elle m'a sorti de l'eau, articula la jeune femme d'une voix rauque. La pièce respira à nouveau, halètement, murmure, l'odeur de la peur se dissolvant en soulagement. Le cheikh Omar se tourna vers Clara. « Quel est votre nom ?»« Clara Silva, monsieur. » Il inclina la tête, le respect rendu visible. « Madame Silva, vous avez honoré ma famille. » Son regard se déplaça, non pas tant en colère que déçu, vers Monsieur Mercier. Qui lui a dit de rester invisible pendant que ma fille se noyait? La couleur quitta les joues du directeur. Protocole. Protocole, répéta le cheikh Omar, goûtant le mot comme s'il était avarié. Le protocole ne l'emporte jamais sur une vie.
Il éleva la voix pour que le personnel, les invités et les caméras silencieuses puissent entendre. Qu'il soit connu, la dignité n'est pas un uniforme, elle vit dans le cœur qui agit. Les Getchishou. Applaudissements commencèrent au bord et déferlèrent comme des vagues. La poitrine de Clara lui faisait mal, d'une nouvelle façon, d'une façon pleine. Elle fit face à Monsieur Mercier, non pour le briser, mais pour lui enseigner. « Monsieur, dit-elle doucement, nous ne sommes pas des meubles. Nous sommes des personnes qui en protègent d'autres. » Leila serra sa main, les larmes maculant son mascara, l'humilité arrivant enfin. La justice se tenait là, publique, tendre, indéniable. Le temps semblait suspendu dans cet espace entre catastrophes évitées et nouvelles réalités. Les médecins avaient confirmé que Leila était hors de danger, mais recommandaient une visite à l'hôpital pour des examens complémentaires. Le cheikh Omar avait insisté pour que Clara les accompagne. « Mais je dois terminer mon service », protesta-t-elle faiblement, les vieilles habitudes difficiles à rompre. « Votre service aujourd'hui, dit-il avec une fermeté tranquille, était de sauver une vie. Le reste peut attendre. » Dans la limousine qui les conduisait vers l'hôpital américain de Paris, Clara regardait défiler les rues de la capitale, si différentes de son trajet habituel en métro puis en bus. Le cuir doux sous ses doigts, le silence ouaté de l'habitacle, l'attention respectueuse du chauffeur, tout semblait appartenir à un monde parallèle dont elle n'avait connu que les coulisses. Leila était silencieuse, enveloppée dans une couverture, son regard perdu dans un point que Clara ne pouvait voir. Le choc peut-être, ou la réalisation de sa propre fragilité. Ou peut-être quelque chose de plus profond, une fissure dans la carapace dorée qui l'avait jusqu'alors isolée du monde réel. À l'hôpital, le nom Al-Hadi ouvrait toutes les portes. Leila fut immédiatement prise en charge par une équipe de médecins tandis que Clara attendait dans un couloir aseptisé, son uniforme encore humide lui collant inconfortablement à la peau. « Madame Silva !» appela le cheikh Omar, qui revenait de la chambre où sa fille était examinée. « Marchons un peu. » Ils longèrent le couloir jusqu'à une petite terrasse donnant sur la Seine. Paris s'étendait devant eux, grise et majestueuse sous la pluie qui commençait à diminuer. « Les médecins confirment que vous avez sauvé ma fille, » dit-il simplement. « Sans votre intervention rapide, le manque d'oxygène aurait pu causer des dommages irréversibles, ou pire. » Clara hocha la tête, ne sachant que répondre à cette vérité brute. « Dans ma culture, continua-t-il, sauver une vie, c'est comme sauver l'humanité entière. Vous comprenez ce que cela signifie ? » « Je crois, monsieur. »« Non, dit-il doucement. Je ne pense pas que vous compreniez pleinement. Quand vous avez plongé dans cette piscine, vous n'avez pas seulement sauvé Leila. Vous avez sauvé une partie de moi-même. Vous avez préservé notre avenir, nos possibilités, nos chances de devenir meilleurs. » Il y avait dans sa voix une émotion que Clara n'avait pas entendue auparavant, une vulnérabilité qui transcendait les barrières de richesse, de culture et de pouvoir. « Vous avez mentionné, reprit-il, qu'il y avait quelque chose que je pourrais faire pour vous. » Clara prit une profonde inspiration. Dans son esprit défilaient les visages de Bénicio, de grand-mère Lourdes, de Madame Touré. Les années de séparation, les appels vidéo entrecoupés par la mauvaise connexion, les anniversaires manqués, les baisers envoyés à travers un écran. « J'ai un fils, monsieur, » dit-elle enfin. « Bénicio, il a 7 ans et vit au Brésil, avec sa grand-mère. J'économise depuis 3 ans pour payer son visa et son voyage, mais les procédures sont compliquées et coûteuses. » Le cheikh Omar l'observait attentivement, sans interruption. « Ce n'est pas seulement pour moi, continua-t-elle. Au Grand Palais, nous sommes nombreux, des femmes et des hommes comme moi, des parents séparés de leurs enfants, des personnes qualifiés qui nettoient des salles de bain parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus ici, des gens qui se lèvent à 4 heures du matin pour que d'autres puissent vivre dans un monde impeccable. » Que sa voix gagnait en assurance à mesure qu'elle parlait, portée par une vérité trop longtemps contenue. « Nous ne demandons pas la charité, monsieur, seulement la visibilité.
La reconnaissance que nous sommes plus que des uniformes gris qui se fondent dans les murs. Un silence s'installa, ponctué uniquement par le bruit distant de la circulation parisienne et le bruissement de la pluie sur les feuilles des platanes. « Vous savez, dit finalement le cher Omar, j'ai grandi dans un petit village, avant que le pétrole ne transforme mon pays. Ma mère nettoyait les maisons des plus fortunés. Elle rentrait chaque soir, les mains rougies par les produits chimiques, mais elle nous racontait des histoires comme si ces journées avaient été remplies de magie. Il se tourna vers Clara, la regardant vraiment, pas comme une employée, pas comme une héroïne du jour, mais comme une personne entière. « J'allais acquérir une participation dans le Grand Palais, continua-t-il. Maintenant, je vais l'acheter entièrement. » Clara le regarda, incertaine de la direction que prenait la conversation. « Et la première chose que je ferai, ajouta-t-il, sera d'établir un programme de bourse pour les enfants du personnel. Éducation, voyage, réunification familiale, et une refonte complète des politiques de l'hôtel concernant la visibilité et le respect du personnel. » Le souffle de Clara se bloqua dans sa gorge. C'était plus qu'elle n'aurait osé demander, plus qu'elle n'aurait pu imaginer. « Quant à votre fils, dit le cher, mes avocats s'occuperont des démarches dès demain. Considérez que c'est fait. » Des larmes montèrent aux yeux de Clara, mais elle les retint, maintenant son regard ferme. « Merci, monsieur, mais je ne veux pas être l'exception qui confirme la règle. Ce que vous proposez pour tous, c'est ça, la vraie justice. » Le cher Omar sourit, un sourire qui atteignait ses yeux. « Vous avez raison, bien sûr. La générosité individuelle n'est pas un système, mais c'est un début. » Ils retournèrent vers la chambre de Leila. En chemin, ils croisèrent M. Mercier qui arpentait nerveusement le couloir, son téléphone à la main. « Ah, Monsieur Mercier, dit le cher Omar. Parfait, nous devons parler des changements à venir au Grand Palais. » Le visage du directeur passa de l'anxiété à l'espoir, puis à l'inquiétude, lorsqu'il nota le regard déterminé du cher. « Des changements, monsieur ? » ?»« Oui, à commencer par une révision complète des protocoles de sécurité, comme vous l'avez suggéré, mais aussi des politiques concernant le personnel. Madame Silva sera consultante pour ces réformes. » Mercier pâlit visiblement. « Consultante ? Elle a une perspective que nous manquons clairement, vous et moi, dit simplement le cher, et elle vient de prouver qu'elle valorise la vie humaine plus que les protocoles. » Clara observait cet échange, oscillant entre incrédulité et une étrange sensation de justesse, comme si l'univers réajustait un déséquilibre longtemps ignoré. Dans la chambre, Leila était assise sur son lit, l'air plus jeune, sans son maquillage et ses bijoux, plus vulnérable dans la blouse d'hôpital. Quand elle vit Clara, quelque chose changea dans son expression. Non pas la reconnaissance condescendante d'une riche héritière envers sa sauveuse, mais quelque chose de plus profond, de plus humain. « J'ai été odieuse avec vous, » dit-elle simplement. « Pas seulement aujourd'hui, chaque jour. »« Vous ne me voyez pas vraiment, » répondit Clara sans accusation. « Maintenant, je vous vois, » dit Leila. « Et je me demande combien d'autres personnes j'ai traversées, comme si elles étaient en verre. » Son père s'approcha, plaçant une main sur son épaule. « La conscience est le début de la transformation, ma fille. » Un médecin entra, annonçant que Leila pourrait sortir le lendemain après une nuit d'observation. Le cheikh Omar se tourna vers Clara. « Ma voiture vous ramènera chez vous, Madame Silva. Demain, nous commencerons les démarches pour votre fils et pour les changements au Grand Palais. » Clara hocha la tête, une gratitude silencieuse dans ses yeux. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Leila l'appela. « Clara, merci. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour m'avoir montré quelque chose que j'avais oublié. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda doucement Clara. « Que la valeur d'une personne n'a rien à voir avec ce qu'elle possède. » Leila sourit faiblement. « C'est une leçon que je n'oublierai pas. » En quittant l'hôpital, Clara sentit le poids de la journée sur ses épaules, l'adrénaline retombant, laissant place à une fatigue profonde, mais étrangement satisfaisante. Dans la limousine qui la ramenait vers Belleville,
Elle regarda Paris défiler, les lumières de la ville commençant à scintiller sous le ciel, qui s'assombrissait. Elle pensa à Benicio, à la possibilité maintenant tangible de le serrer dans ses bras, à ses collègues du Grand Palais dont les vies pourraient changer grâce à ce jour extraordinaire, à Madame Touré qui lui avait dit de garder ses chaussures prêtes. Justice. Le mot résonnait en elle comme une cloche claire et puissante. Pas la justice abstraite des tribunaux et des lois, mais la justice incarnée, celle qui reconnaît la valeur de chaque être humain, indépendamment de son uniforme ou de son compte en banque. Quand la voiture s'arrêta devant son immeuble modeste de Belleville, Clara ressentit le contraste entre ces deux mondes qu'elle traversait quotidiennement. Mais pour la première fois, elle ne se sentait pas déchirée entre eux. Au contraire, elle se sentait comme un pont, fragile peut-être, mais nécessaire, reliant des réalités qui avaient besoin de se voir mutuellement pour être complètes. La pluie adoucit plus tard la ville en argent. À Belleville, les bouilloires chantaient et les bus sifflaient aux arrêts. Madame Touré ouvrit sa porte avant que Clara ne puisse frapper, pressant une tasse chaude dans des mains froides. Le petit appartement sentait la coriandre et le pain. Au grillé, le tapis retenait le calme du jour comme un secret. « Tu as gardé tes chaussures prêtes ?» dit Madame Touré, la fierté brillant comme la vapeur. Clara rit, tremblante. « J'ai oublié de les porter, répondit-elle, et les deux femmes sourirent. Son téléphone vibra, un message de Bahia. Grand-mère Lourdes envoyant une vidéo de Benicio au sourire édenté, agitant une médaille en carton qu'il avait découpée pour elle. Un autre message retentit de l'hôtel. Une offre pour la former comme superviseur de sécurité, avec des cours payés par la Société royale de sauvetage. Une dernière note, inattendue. Les excuses de Monsieur Mercier, courtes, simples, humaines. « Tu ne me racontes pas tout », dit Madame Touré, ses yeux perçants détectant les courants souterrains dans le comportement de Clara. « Quelque chose a changé en toi. » Clara prit une gorgée de thé, laissant la chaleur se répandre dans sa poitrine. Comment expliquer une journée qui avait commencé comme toutes les autres et qui s'était terminée par une transformation complète? De son univers, « J'ai sauvé quelqu'un aujourd'hui », dit-elle simplement, « la fille d'un homme important. » Les yeux de Madame Touré s'élargirent. « Raconte-moi tout. » Clara déroula l'histoire, la piscine, l'indifférence, le plongeon de Leila, les secondes d'hésitation puis sa décision. Les mots venaient facilement maintenant, comme si l'acte de sauver une vie avait également libéré sa voix. « Et maintenant, conclut-elle, le cheikh Omar va m'aider à faire venir Benicio. Et il parle de changer les choses au Grand Palais. Pas seulement pour moi, mais pour tous. » Madame Touré hocha la tête lentement, une sagesse ancienne dans ses yeux. « Tu vois, ma fille, c'est ainsi que la vie fonctionne parfois. Nous marchons sur un chemin jour après jour, ne voyant que nos pieds fatigués. Puis soudain, le chemin tourne et tout un horizon s'ouvre. » Elle prit les mains de Clara dans les siennes, remarquant les traces rouges laissées par le chlore, et l'effort. « Mais n'oublie jamais, ce tournant est venu parce que tu étais prête, parce que tu as appris ce cours de secourisme quand d'autres se reposaient, parce que tu as gardé ta dignité quand d'autres voulaient te la prendre. » Clara sentit des larmes monter à ses yeux, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'étaient pas des larmes de frustration ou de fatigue. C'étaient des larmes de reconnaissance pour cette femme qui l'avait soutenue, pour ce jour qui avait tout changé, pour sa propre force qu'elle commençait seulement à reconnaître pleinement. Cette nuit-là, elle dormit d'un sommeil profond et sans rêve, comme si son corps et son esprit avaient besoin de se régénérer après la tempête émotionnelle de la journée. Le matin suivant, son téléphone sonna tôt, un numéro inconnu. « Madame Silva, c'est l'assistante du cheikh Omar. Une voiture vous attend dans 20 minutes pour vous conduire au bureau d'immigration. » Tout se passa comme dans un rêve éveillé. Des bureaux où elle avait autrefois attendu pendant des heures s'ouvraient maintenant devant elle. Des fonctionnaires qui l'avaient à peine regardée l'écoutaient attentivement. Des papiers qui avaient pris des mois à traiter étaient maintenant tamponnés en minutes.
Votre fils pourra venir dans 2 semaines, annonça finalement un agent d'immigration avec un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans ces lieux. Tous les documents sont en ordre. 2 semaines, 14 jours. Le chiffre résonnait dans sa tête comme une promesse, comme un compte à rebours vers une nouvelle vie. De retour au Grand Palais, quelques jours plus tard, l'atmosphère avait subtilement changé. Des regards qui autrefois la traversaient s'attardaient. Maintenant, curieux, respectueux, M. Mercier l'accueillit dans son bureau. Une première. « Madame Silva », dit-il, son ton formel masquant mal son inconfort. Le cher Omar a été très clair concernant les changements qu'il souhaite. Voir ici. J'espère que nous pourrons collaborer professionnellement. Clara acquiesça, reconnaissant l'effort que ces mots lui coûtaient. Bien sûr, Monsieur Mercier. Nous voulons tous un environnement de travail où chacun est respecté. Votre nouvelle position commencera la semaine prochaine, continua-t-il, superviseur de sécurité, avec une augmentation de salaire, bien entendu. Elle accepta avec grâce, comprenant que pour cet homme, l'argent était le langage le plus facile à parler. Le respect viendrait peut-être plus tard, ou peut-être pas. Mais le changement était en marche, et c'était ce qui importait. Dans la salle de la piscine, la bouée de sauvetage avait été abaissée à une hauteur accessible. Une nouvelle affiche détaillait les procédures d'urgence en plusieurs langues. De petits changements peut-être, mais significatifs. Leïla était là aussi, assise tranquillement au bord de l'eau. Plus de téléphone, plus d'amis bruyants. Juste une jeune femme contemplative, les pieds effleurant la surface de l'eau. « Bonjour, Clara », dit-elle lorsqu'elle l'aperçut. « Mon père m'a dit pour ton fils. C'est merveilleux. » Clara s'assit à côté d'elle, consciente de l'étrangeté de ce moment. 2 femmes de mondes si différents, partageant un espace d'égalité fragile, mais réel. « Oui, » répondit-elle. « J'ai du mal à y croire. Après tant d'attentes. Tu... » C'est, dit Leïla, sa voix plus douce que Clara ne l'avait jamais entendue. J'ai beaucoup réfléchi depuis ce jour-là, à la façon dont je regarde les gens, ou plutôt, dont je ne les regarde pas. Elle traça des cercles dans l'eau avec son orteil, créant des ondulations qui s'élargissaient, puis disparaissaient. C'est étrange de réaliser qu'on a vécu toute sa vie à moitié aveugle. Clara observa cette jeune femme, si différente, de la fille arrogante qui avait jeté une serviette mouillée à ses pieds quelques jours plus tôt. La transformation était aussi visible que fragile, un bourgeon qui pourrait encore se flétrir ou s'épanouir, selon les choix à venir. La conscience est un début, dit Clara, empruntant les mots du cher Omar. Le reste est un choix quotidien. Le jour où Benicio arriva finalement, Paris offrit son plus beau visage. Un ciel d'un bleu impossible, des nuages qui semblaient teints à la main, une lumière dorée qui transformait même les bâtiments les plus ordinaires en cathédrales. À l'aéroport Charles de Gaulle, Clara attendait, le cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Madame Touré se tenait à ses côtés, une présence solide et rassurante, et, étonnamment, Leïla et son père étaient là aussi, un peu en retrait, respectant l'intimité du moment tout en tenant à en être au témoin. Quand Benicio apparut enfin, traînant une petite valise, ses yeux cherchant frénétiquement dans la foule, le temps sembla s'arrêter. Il avait grandi. Bien sûr qu'il avait grandi. Ses joues avaient perdu leur rondeur de bébé, ses jambes s'étaient allongées. Mais son sourire, quand il la vit enfin, était exactement le même. Un soleil qui se levait uniquement pour... « Elle est maman !» cria-t-il, lâchant sa valise et courant vers elle. Clara s'agenouilla, ouvrant ses bras. L'impact de son petit corps contre le sien fut comme une encre jetée après des années de dérive. Elle enfouit son visage dans ses cheveux, respirant son odeur, un mélange de l'avion, du parfum de grand-mère Lourdes et de quelque chose d'uniquement Benicio. « Me à mort », murmura-t-elle, les larmes coulant librement maintenant. « Tu es là. Tu es vraiment là. » Plus tard, dans son petit appartement de Belleville que Benicio explorait avec l'enthousiasme d'un explorateur découvrant un nouveau continent, Clara regarda par la fenêtre.
Paris s'étendait devant elle, la même ville qu'avant. Et pourtant, tout était différent. Madame Touré préparait le dîner dans la minuscule cuisine, fredonnant une mélodie de son pays natal. Benicio déballait ses trésors, dessins, petites pierres de la plage de Salvador, une dent de lait dans une petite boîte, racontant l'histoire de chaque objet avec une passion débordante. Clara pensa à ce qui l'attendait. Les nouvelles, responsabilités au Grand Palais, les cours de sécurité qu'elle allait suivre, l'école qu'elle avait trouvée pour Benicio, à quelques rues de là, la vie qui se déroulait devant eux, non plus comme un rêve distant, mais comme une réalité tangible. Au printemps, Clara aida à installer de nouveaux panneaux, abaissa la bouée de sauvetage à une hauteur accessible, et enseigna aux nouvelles recrues comment compter les compressions comme un tambour régulier. Le respect l'accompagnait maintenant, pas du bruit, mais un espace doux que les gens créaient autour d'elle. Elle regardait par la fenêtre d'un bus le gris sans fin de Paris se transformer en acre et pensait « La porte s'était ouverte parce qu'elle avait avancé vers elle. Même les invisibles ont une valeur que le monde a besoin de voir. » Un dimanche au parc des Buttes Chaumont, tandis que Benicio courait après les pigeons, Madame Touré assise à côté d'elle sur un banc, Clara contemplait le chemin parcouru. « Tu sais, dit-elle doucement, parfois je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais pas plongé ce jour-là. » Madame Touré considéra la question, ses mains ridées reposant paisiblement sur ses genoux. « Je crois que tu te serais quand même trouvée, ma fille, peut-être pas ce jour-là, peut-être pas de cette façon. Mais les âmes comme la tienne finissent toujours par briller. » Clara observa son fils qui riait, libre et insouciant, sous le soleil parisien. « La vraie leçon, dit-elle, n'est pas que nous avons besoin d'actes héroïques pour être vus, c'est que nous méritons d'être vus, actes héroïques ou pas. » Madame Touré sourit, la sagesse plissant les coins de ses yeux. « Et c'est la plus difficile des leçons à apprendre. » Benicio revint en courant, les joues rouges d'excitation. « Maman, il y a un homme qui fait des sculptures avec des ballons. Tu viens voir ?» Clara se leva, prenant sa petite main dans la sienne. Ensemble, ils avancèrent vers cette nouvelle merveille, pas à pas, comme ils avanceraient dans leur nouvelle vie, avec curiosité, avec gratitude et avec la certitude tranquille que, visibles ou non, ils marchaient dans leur propre lumière.